À l'autre bout du monde se trouve un département français qui regorge de diversité, la Réunion, petite île dont la multitude de paysages est aussi variée que sa population et ses croyances. Car cette île tropicale, puisqu'elle abrite une pluralité de cultures, voit s'y dérouler nombre de rituels sorciers empruntés à Madagascar, à l'Afrique, à l'Inde, au Moyen-Orient, et à la Chine ou encore à l'Occident. Ce petit bout de France permet donc de mieux appréhender la question de la sorcellerie, et c'est l'occasion pour moi de vous parler de cette belle île à travers l'angle sorcier. La Réunion est une île qui est aujourd'hui largement christianisée, et d'ailleurs, pendant longtemps, le baptême chrétien a été obligatoire. Mais l'esclavage, son abolition, puis les différentes vagues de peuplement venues des quatre coins du monde ont instauré énormément de croyances différentes sur l'île. Croyances elles-mêmes dérivées des religions des différentes ethnies qui composent le lieu. À tel point qu'aujourd'hui, dans une ville, sur un même axe, on peut croiser une église chrétienne, un temple tamoul, une mosquée et une pagode. Et les exemples de ces nombreuses croyances se vérifient simplement. Prenez les nombreuses tombes abandonnées de l'île à Bracanon, la Possession ou encore Saint-Denis sur lesquelles se trouvent des objets rituels renvoyant à différentes croyances. Fréquemment, les gardiens de cimetière découvrent des poules noires, des couteaux, des sortilèges scellés sur papier, des bougies ou encore des tissus. J'ai pu le vérifier personnellement en me rendant au cimetière de Saint-Denis pour aller visiter la tombe de Sitaran, cet homme qui est craint à travers toute l'île et qu'on dirait sorcier. Je vous parlerai d'ailleurs de Sitaran dans ma prochaine vidéo sur la Réunion consacrée aux mythes, légendes et croyances effrayantes de l'île. Et j'ai également pu visiter une autre tombe célèbre, celle du pirate Labuse. Il y a par exemple de nombreux superstitieux qui se rendent sur sa tombe afin d'y laisser une pièce de monnaie, dans l'espoir peut-être de découvrir son célèbre trésor perdu. La pratique sorcière est donc répandue encore aujourd'hui sur l'île et bien visible pour qui cherche à la voir. Qui, là-bas, n'a jamais vu de morceaux de tissu accrochés aux arbres, des vannes remplies d'offrandes aux croisées des chemins, ou encore des chapelles pas toujours très chrétiennes dans des chemins isolés. Avant toute chose, précisons que la sorcellerie peut mener à des dérives. Ça va de l'escroquerie financière pour chasser le mauvais sort, on va par exemple dire à une personne jugée malade que quelqu'un de son entourage lui a lancé un sort et on va essayer de trouver qui c'est, évidemment moyennant de lourdes finances, mais cela peut même aller jusqu'aux abus physiques, psychologiques évidemment, et même sexuels. Pour parler de ce vaste sujet, commençons par parler des croyances. Il y a notamment des ethnopsychiatres réunionnais qui se sont penchés sur la question et qui ont réédité un super livre qui s'appelle « Études de la sorcellerie à la Réunion » par Gérard Moule, préfacé par Daniel Vaxeller. À l'origine, c'est une étude qui est introuvable depuis les années 70, et du coup, sa réactualisation nous permet d'y avoir accès encore aujourd'hui, avec en plus un point de vue un petit peu modernisé. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont identifié un double point de vue auprès de leurs patients. Il y a d'abord la croyance quotidienne, qui est propre à chacun, puis ensuite le délire de persécution, qui est notamment induit par le sorcier. Il s'agit d'un problème profond, puisqu'il est lié à un mode de vie quotidien qui est très ancré. Sur l'aspect quotidien, je cite Jacques Brandibat qui dit « La présence du sacré est aussi de tous les jours. Elle peut revêtir les habits de la modernité. » Comme l'automobile est devenue un objet de culte, certains n'hésitent pas à faire bénir par un officiant, catholique ou autre, leur nouvelle acquisition. On demande la protection de nos familiers de l'invisible. Chapelet, images pieuses, rubans rouges accompagnent certains dans leurs déplacements automobiles. Ce sont là affaires sérieuses dont l'influence sur la vie quotidienne est éprouvée par beaucoup. En d'autres termes, la croyance ritualise déjà énormément la vie des gens. Ce qui fait donc que la croyance aux sorciers et à la sorcellerie est également très forte sur l'île. Même s'il y a des charlatans et des faux sorciers, on croit aussi aux sorciers puissants capables de prouesses surnaturelles. Alors comment est arrivée cette croyance? C'est un phénomène a priori plutôt surprenant puisqu'il est en opposition avec les grands mouvements religieux de l'île. Les hindous strictement religieux rejettent normalement la pratique magique jugée impure. Les Africains christianisés rejettent également cette pratique qui est jugée diabolique, mais toutes les communautés, y compris les blancs, vont parfois voir des sorciers ou ont parfois recours à la sorcellerie. Cela s'explique notamment parce que le sorcier apporte une solution au problème du malade.
qu'il soit d'ordre spirituel, médical ou purement magique, comme une possession ou un mauvais sort par exemple. Cette pratique s'est développée sur l'île parce qu'à l'époque où elle était encore très isolée, la pauvreté, le manque de moyens, d'infrastructures médicales et sociales, et la difficulté de la vie conféraient aux sorciers un rôle central, puisqu'il avait réponse à tout. En effet, il faut savoir que la Réunion n'a été départementalisée qu'en 1946. Avant cela, c'était un territoire quasiment laissé à l'abandon où l'espérance de vie était inférieure à 50 ans et la mortalité infantile extrêmement élevée. Et si aujourd'hui les infrastructures médicales sont performantes, la tradition sorcière reste très ancrée. Ainsi, même si la croyance en la sorcellerie est très ancrée, parler du sujet est tabou et apporterait malheur. On évite de parler du sujet, on évite aussi du coup de parler des sorciers. Et même si sa connotation est négative, le sorcier à la Réunion guérit les malades de maladies inconnues, prédit l'avenir et retire les sorts. Mais le sorcier est également quelqu'un de malicieux. Il ôte ou bien il pose le mauvais œil et il est parfois considéré comme méchant. Puisqu'on lui prête un grand pouvoir, le sorcier est craint, respecté et fascinant. Et il est aussi protéiforme, capable de faire le bien comme le mal. Cependant, les croyances magiques ne sont pas juste les résidus d'anciennes croyances, mais témoignent de manière trouble de la complexité humaine. Passons maintenant en revue quelques rapides notions de vocabulaire. Le sorcier a plusieurs noms à la Réunion. Il est appelé Sigideur, traiteur, masigador, devineur, Pusari, qui est un terme hindou qui signifie prêtre. Quand on est envoûté ou ensorcelé à la Réunion, on appelle ça androgué ou arrangé. Lorsque quelqu'un est possédé, on peut parfois entendre la phrase Una bebet su. Les sorciers sont parfois confondus avec les herboristes qui, eux, sont nommés tisaneurs, simples ou bien encore gratteurs tibois. Et il y a aussi plusieurs types de sorciers à la Réunion. Les différents types de sorciers, d'ailleurs, témoignent des différentes cultures et des différentes croyances de l'île. Intéressons-nous aux sorciers malabars qu'on raccourcit aujourd'hui en Malbar et que Gérard Moule a étudié. La religion est omniprésente en Inde et elle se décline en une infinité de variations et de courants qu'il serait impossible de vous résumer ici. Globalement, les religions hindoues sont polythéistes et les dieux rythment les journées des croyants et la société. Elles sont basées sur un grand nombre de livres sacrés écrits en sanskrit. On peut nommer les deux principaux, la Shuri qui correspond en gros aux enseignements des Védas, les 4 sages qui ont transmis les paroles sacrées, et la Smriti qui signifie le souvenir, défini comme une tradition sacrée transmise par les hommes au fil des générations. Et c'est la Smriti qui s'est importée à la Réunion. Les pratiques religieuses hindoues à la Réunion reprennent des parties du rite tamoul. Les Tamouls sont une population du sud de l'Inde, ce sont donc logiquement eux qui ont principalement émigré à la Réunion, du fait de leur plus grande proximité géographique. Pour vous simplifier à l'extrême la compréhension de la religion pratiquée par les hindous, dites-vous que les innombrables dieux sont des déclinaisons de 3 dieux fondamentaux. Brahma, Vishnu et Shiva qui forment la Trimurti. Eux-mêmes sont des déclinaisons d'un dieu unique à 3 facettes, lesquelles sont Brahma le créateur, Vishnu le préservateur et Shiva le destructeur. Un dieu protéiforme dont les aspects sont aussi différents que complémentaires. À la Réunion, c'est à Shiva que sont dédiées la plupart des cérémonies sorcières, car son pouvoir est très étendu, au-delà du temps et de la mort, c'est donc une divinité capable de tout, en bien comme en mal, bien que ces concepts soient moins manichéens dans la religion hindoue. On lui sacrifie donc notamment des coqs lors de ces cérémonies, même si d'autres dieux plus mineurs peuvent également être honorés. Maintenant, un rite extrêmement important justement à la Réunion et qui est à cheval entre religion et sorcellerie, la marche dans le feu. Je n'ai malheureusement pas pu y assister à cause de la situation sanitaire, mais la marche dans le feu à la Réunion est très réputée, il s'agit d'un rite religieux purificateur. La pratique est simple, un volontaire préparé par un prêtre et ayant jeûné au préalable va marcher sur des braises incandescentes. C'est une activité visuellement impressionnante car sans douleur ni marque. C'est une pratique qui suscite la controverse, les critiques dénoncent des volontaires fanatisés par des prêtres sorciers, en expliquant que l'insensibilité à la douleur se fait par des pieds endurcis, qui sont très cornés, voire même par l'usage de drogues, comme le fameux Zamal, hashish réunionnais. Les religieux, eux, y voient la puissance des esprits qui permettent ce miracle. Ils rapportent que les pieds des marcheurs sont aussi sensibles que ceux de n'importe qui, et la drogue est d'ailleurs interdite dans le rituel. Ils disent aussi que les impurs qui ont mal préparé leur carême seraient brûlés en guise de châtiment. On raconte d'ailleurs qu'il ne faut jamais regarder ceux qui marchent sur les braises à travers un miroir,
car on risquerait d'y voir des esprits effrayants qui chercheraient à nous posséder. Sur la marche sur le feu, 2 citations tirées des travaux de Jacques Brandibat. Nous avons rencontré Monsieur R au cours d'une expertise. Interrogé sur ses traditions, il rapporte avoir pratiqué la religion et qu'à ce titre, il avait fait une promesse qu'il engageait pendant 7 ans à faire une marche sur le feu par an. Il sacrifiait de la sorte à la divinité pour bénéficier à terme d'une force qui lui permettrait d'être protégé d'actes de malveillance de tout ordre. Au début, il avait 16 ans. Le prêtre qui l'initiait lui avait dit qu'il n'avait rien à craindre parce que la divinité qui le protégeait répandrait sur les braises à chaque pas un tapis de pétales de fleurs sur lequel il ne sentirait que douceur. Et à chaque fois, quand il traversait le brasier, il voyait devant lui la divinité ouvrir son chemin et répandre devant lui un tapis de pétales de fleurs. Nous avons rencontré Monsieur Z à la prison de Saint-Denis. Lui aussi a fait partager son expérience du sacré. Ses parents habitaient un quartier de Sainte-Marie où il y avait une chapelle Malbar dont, chaque année, début janvier, les propriétaires organisaient une marche sur le feu. Ses parents, catholiques fervents, craignaient ces manifestations d'une foi qui leur était étrangère. D'ailleurs, quand les Malbars sortaient en procession avec leur divinité au son des musiques sacrées, ils avaient l'habitude de fermer prudemment les volets de la case. La case, c'est une maison. Adolescent, il était très attiré par les marches sur le feu. Il ne comprenait pas pourquoi les pénitents ne se brûlaient pas quand ils traversaient le brasier. Au collège, un camarade lui avait affirmé que le gardien du feu, Alvan, protégeait les pénitents et qu'il était un moyen sûr d'observer la divinité à l'œuvre. Il suffisait simplement de regarder le pénitent marcher sur le feu. Non pas directement, mais à travers son image reflétée par un miroir. Bien sûr, son camarade lui avait dit qu'il était risqué de faire cela. La divinité, si elle le surprenait, ne manquerait pas de le punir pour son manque de respect. Malgré sa peur, le jour dit, il se rendit à la cérémonie avec un petit miroir pour observer. À un moment donné, il tourna le dos au brasier et discrètement sortit le miroir de sa poche. Il n'eut pas le temps de regarder la scène que déjà il se tordait à terre en proie à des brûlures intérieures insupportables. Près de 20 ans ont passé. Le témoin reste persuadé, comme les personnes qui l'ont secouru ce jour-là, qu'il avait bien été frappé par Alvan pour le punir de sa transgression. Voilà donc 2 témoignages assez équivoques sur premièrement la marche sur le feu, mais également sur ce qu'il se passerait si jamais on en venait justement à regarder la scène à travers un miroir. Et on peut aussi remarquer grâce à ces 2 témoignages que ce qui tiendrait de la légende urbaine pour un petit peu effrayer a un impact et une vérité pour justement la personne certes croyante, mais qui voit véritablement se dérouler devant ses yeux justement ce qu'il redoutait. En l'occurrence, dans le cas du dernier témoin, une punition pour avoir enfreint, on va dire, l'avertissement des esprits. Alors que dans le premier cas, en suivant la lettre les consignes qu'on lui a dictées, eh bien il voit quelque chose de fantastique sous ses yeux, puisqu'un parterre de fleurs se déroule, lui permettant ainsi d'accomplir son épreuve sans encombre. S'agit-il de production de l'esprit fortement induite par la croyance ou d'autre chose ? Allez savoir. En tout cas, dans une perspective d'analyse psychiatrique de la marche sur le feu, Gérard Moule explique qu'un phénomène psychosomatique intervient. Il y a tout d'abord la croyance forte des individus qui leur permet naturellement d'inhiber les sensations de douleur normalement liées à la pratique, ainsi que les risques réels de brûlures bénignes ou au 3e degré. Les flaques d'eau ou de lait dans lesquelles passe le marcheur durant l'épreuve peuvent aussi empêcher les brûlures au 3e degré par le phénomène de vaporisation qu'elles entraînent. Plusieurs réactions naturelles et physiques peuvent donc au moins en partie expliquer ce phénomène, ainsi que les explications psychosomatiques qui démontrent le pouvoir bien réel de la croyance. Pouvoir qui leur permet en partie d'accomplir ces exploits. À La Réunion, la marche sur le feu est une pratique folklorique, culturelle et religieuse à la symbolique très forte. Elle cristallise les capacités et le pouvoir du sorcier Malbar auprès des spectateurs. Originellement, cette pratique vient des princesses hindoues. Elles s'adonnaient à cette pratique lorsqu'elles étaient accusées d'infidélité afin de justement prouver leur fidélité. Et on peut aujourd'hui toujours y voir un symbole de validité et de vertu. Les dieux, en permettant aux volontaires d'accomplir cet exploit, l'approuvent et l'accompagnent. Ce pourrait donc également être une forme d'acceptation sociale. Mieux vaut donc ne pas se brûler. Parlons à présent du sorcier et des consultations chez un sorcier. Ceux qui consultent, qui sont considérés comme des malades cherchant à expier leur mal, sont de toute religion, de tout groupe ethnique, de toute croyance et de tout milieu social.
La consultation dure en général plusieurs heures. D'abord en petits groupes, les gens discutent entre eux. Puis le sorcier captive l'attention et se donne à des démonstrations. Et ensuite, il s'entretient individuellement avec chacun de ses clients. Le sorcier a ensuite des pratiques différentes en fonction de ses rites qui sont associés à ses croyances. Étant donné que chaque sorcier est différent, chaque sorcier va avoir des pratiques qui vont varier. Il est considéré comme un médiateur qui va parler aux dieux, aux esprits et aux hommes. Durant la cérémonie, le sorcier entre en état de transe. Il se fait parfois dominateur, d'autres fois doux et conciliant, en questionnant son auditoire. Il peut avoir des assistants qui l'appuient pendant la cérémonie qui est d'ailleurs bien souvent rythmée par des tambours, afin de faciliter l'accès à un état méditatif ou de transe, ou bien tout simplement à un léger état altéré de conscience. Dans le livre Études de la sorcellerie à la Réunion de Gérard Moule, une cérémonie à laquelle l'auteur a assisté y est décrite. C'est une cérémonie de sorcier malbar. L'état de transe y est détaillé, ainsi que la suite du déroulé, comme les coques apportées par les malades et rapidement décapitées au sabre par le sorcier. Et ensuite, j'ai relevé un point intéressant du rituel. En fait, il va faire le tour du lieu où il se trouve 3 fois aux malades. Ce sont des marches expiatoires qui sont extrêmement similaires au même rituel que font les fris. Ce sont des sorciers marocains, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur la sorcellerie au Maroc, justement. La pratique y est ici vraiment semblable, donc je vous invite, si vous n'avez pas vu la vidéo, après celle-ci, à aller jeter un œil, ça pourrait aussi vous plaire en complément. Après ces préambules, il y a ensuite des thérapies de groupe et individuelles. Pendant ces thérapies, il est possible que le sorcier parle plusieurs langues à la fois et qu'il prononce également certaines phrases qui vont faire écho aux problèmes des malades qui vont s'y retrouver, s'y reconnaître, même si au final ces phrases sont quand même relativement générales. On peut y voir une sorte d'effet Barnum ou bien de biais de confirmation, mais l'impact psychologique mêlé au contexte très inhabituel dans lequel est ancré le malade a sur lui un véritable impact. Pour les thérapies individuelles, elles sont assez variées en fonction des problèmes de chacun. On commence en tout cas d'abord par les enfants et on enchaîne avec les adultes. Le livre prend l'exemple de la cérémonie malbar où un enfant à sa naissance a les cheveux maillés, c'est-à-dire emmêlés. C'est une croyance répandue sur l'île, surtout auprès de la communauté malbar, qui dit qu'un enfant ayant des cheveux emmêlés peu de temps après sa naissance est attaqué par un esprit malfaisant. Il ne faut surtout pas peigner ou toucher les cheveux, au risque d'attirer la souffrance et la maladie sur l'enfant. Un moyen de se libérer de cette malédiction est donc d'aller voir un sorcier malbar qui rasera l'enfant et donnera ses cheveux en offrande, en les clouant à un arbre par exemple. Ces arbres démaillés peuvent accueillir plusieurs dizaines de kilos de cheveux différents. On témoigne donc l'importance de la pratique et surtout la forte croyance en ce mal de naissance. C'est d'ailleurs l'une des histoires que l'on m'a rapportées lorsque j'ai discuté avec certains créoles. Cette pratique protectrice est assimilée à une sorte de baptême malbar afin de convertir des créoles non malbars. Après les enfants viennent donc les adultes pour la thérapie individuelle. Et pendant ces thérapies, le sorcier va utiliser plusieurs outils comme par exemple une espèce de sonnette à esprit. Comme pour les tambours, ça permet de rythmer le rituel et induire une transe chez le malade. Le principe du coup est très simple, le sorcier emploie un rituel codifié en utilisant divers instruments afin d'essayer d'expier le mal du malade. Chaque cérémonie est différente et évidemment, des pratiques charlatanesques et vidées de sens se mêlent parfois aux cérémonies traditionnelles pratiquées par les sorciers. À l'époque de l'étude, dans les années 60, un sorcier qui avait une clientèle aussi étendue et large qu'un médecin généraliste gagnait plus que lui. La pratique est donc bien entendu lucrative et ce sorcier médiateur, dont le rôle est d'accompagner le malade durant la cérémonie pendant que l'esprit parle à travers lui, a pour but premier le soin, quels que soient les rites et cérémonies, même si cela n'exclut pas des conséquences négatives. Et même si l'étude pourrait sembler un peu datée, comme l'explique très bien l'historien Daniel Vaxeler dans la préface de l'ouvrage, ne croyez pas que ces pratiques sont de l'histoire ancienne. Bien au contraire, peut-être se font-elles un peu plus discrètes depuis l'avènement de la société quasi totalement occidentalisée à La Réunion. Mais en tout cas, ces rituels sont toujours bien présents sur l'île. Le sorcier et les pratiques sorcières cherchent donc à guérir, à soigner, ou en tout cas à essayer de conserver une forme de bonne santé.
On l'a évoqué tout à l'heure, les pratiques de guérison magico-religieuses découlent du manque de moyens médicaux à La Réunion, notamment parce que les médecins, etc. sont arrivés assez tardivement sur l'île. De ce fait, logiquement, beaucoup de remèdes et de traitements sont à base de tisanes et de plantes. La médecine est donc magico-pratique. Il y a peu de gramounes, comme on les appelle, qui ne vous conseilleraient pas une petite tisane aux amales en cas de douleur articulaire ou d'anxiété. Cependant, on peut noter qu'il y a peu de croyances médicales spirituelles avant l'arrivée des Malbars du fait de l'esclavage. Les Africains, par christianisation forcée et du fait des traitements subis pendant l'esclavage, ont perdu leurs croyances médicinales purement spirituelles. Tandis que les autres ethnies arrivées principalement dans un but de commerce semblent avoir moins influencé les pratiques médico-magiques de la population. Mais aujourd'hui, avec l'influence Malbar, la guérison englobe aussi bien la médecine traditionnelle, à base de décoctions et autres, que purement magique qui s'appuie sur la croyance, la métaphysique et la religion. Preuve, encore une fois, de la place centrale du sorcier dans la société, tant il cristallise la pluralité et surtout la complexité des différentes croyances, indissociable du passé historique de l'île. On ne peut pas détruire le mal, mais on peut le contrer. Amulettes, bougies, outils rituels, chaque sorcier, en fonction de sa religion, utilise des rites censés renvoyer ou chasser l'esprit ou le sort. L'ancrage est tel que la religion se mêle à la sorcellerie, au point qu'il est parfois difficile pour certains croyants de dissocier les deux. Les techniques sorcières, pourtant, fonctionnent souvent par inversion aux rituels religieux. Dates du calendrier différentes, outils et lieux qui renvoient à des symboles négatifs, actes symboliques et codifiés. Si certains puisent dans les célèbres grimoires comme le dragon rouge ou la poule noire par exemple, beaucoup de sorciers détournent simplement des codes culturels et sociétaux. Noix de coco, safran ou encore piment, des ressources culinaires du quotidien des Réunionnais sont ainsi systématiquement utilisées et détournées également en sorcellerie. Avec tout ça, l'essentiel ensuite pour le sorcier est d'avoir un intermédiaire signifiant, c'est-à-dire avoir un lieu ou bien un objet qui est lié de manière significative et puissante au malade. Mais évidemment, pour guérir, il y a également des personnes qui s'en remettent tout simplement aux saints. Notamment à Saint-Expédite, dont les petits hôtels rouges vifs sont visibles absolument partout sur l'île. Si vous êtes déjà passé à La Réunion ou bien que vous êtes réunionnais, vous ne pouvez pas les avoir manqués. Et selon Jacques Brandibat, je le cite, il en existerait plus de 400. Sur les chemins de randonnée, au bord des routes, chez des particuliers et même parfois dans des endroits quasi inaccessibles. Et pourtant, chaque hôtel porte les traces indéniables de visites récentes comme des bougies encore allumées ou bien des fleurs fraîchement coupées. Saint-Expédite est un saint à l'origine imprécise que l'on retrouve ailleurs en France et également dans les Flandres. On dit qu'il aurait été un soldat chrétien, mais ses origines confuses restent trop imprécises. En tout cas, on le vénère et on lui demande parfois de mauvaises actions ou bien des actes sorciers, comme une protection contre les sortilèges ou encore de la divination. Aujourd'hui, ce saint est très vénéré, principalement le mercredi et le vendredi. Et sur ces autels se trouvent des fleurs, des bougies, des icônes chrétiennes, mais également hindoues. Certains créoles vont vous décrire Saint-Expédite en disant, je cite, « l'île est réglo-réglo ». C'est-à-dire que c'est un saint expéditif qui agit vite, mais qui est fiable et sérieux. Il faut donc honorer la promesse faite au saint par crainte de punition dans le cas contraire. On trouve d'ailleurs des hôtels à Saint-Expédite chez certains sorciers de l'île, preuve, s'il en est, du mélange entre religion et sorcellerie qui opère parfois sur l'île. Du point de vue de Gérard Moule, puisque le sorcier soigne des malades convaincus d'être frappés par un mal magique, même si le tout repose sur une croyance, le malade n'en reste pas moins délivré ensuite, puisque persuadé d'être atteint d'un mal sorcier, et donc convaincu que seul un sorcier peut le délivrer de son mal. Le malade est pris par des envoûtements parfois impressionnants, avec du sang qui coule par le nez, la bouche ou les yeux, des paroles inversées, ou encore une force décuplée. Un mal qui ne peut être expié qu'en chassant l'entité néfaste hors du corps par le biais d'un désenvoûtement et par le seul pouvoir de la croyance du malade. À La Réunion, la sorcellerie est proscrite par la religion et moralement condamnée car perçue négativement.
Souvent, ce qui mène un individu à la sorcellerie, c'est une situation de désespoir face à un mal qui semble inexplicable. Maladie étrange, physique ou psychologique, ou encore simplement une série de malheurs répétés dans la vie d'un individu. Et vous l'aurez compris, rites protecteurs et croyances superstitieuses sont encore extrêmement répandus. En guise de conclusion, je vous cite quelques extraits choisis du livre Études de la sorcellerie à La Réunion de Gérard Moule. Magie et science sont basés sur des procédés identiques et opposés à ceux des phénomènes religieux. La seule différence étant le plan où ces phénomènes aboutissent. Imaginaire pour la magie, réalité pour la science. Il y a des sorciers dans l'île et les gens croient à leur pouvoir parce qu'effectivement, de nombreux individus montrent par leur comportement qu'ils y croient. Les sorciers voient leur pouvoir effectué sur cette clientèle, ce qui suscite d'autres sorciers, etc. Il y a une clientèle parce qu'il y a des sorciers, il y a des sorciers parce qu'il y a une clientèle. La sorcellerie à La Réunion a une place omniprésente, comme l'âme d'une petite île isolée dans l'immense océan. Elle est un des éléments originaux du pays, un trait folklorique en tant qu'identificateur d'une structure spécifique, et en tant que tel, riche d'enseignements les plus variés sur la mentalité créole. Les croyances continuent donc d'être un peu partout sur l'île, influencées évidemment en fonction des différentes cultures et religions de chacun. J'ai par exemple même pas parlé du culte des ancêtres qui peut aussi se tenir sur l'île, on en parlera dans le live du mercredi 10 février, il sera également disponible en rediffusion dans la playlist, si vous ne pouvez pas y assister, on pourra comme ça encore plus élargir sur le sujet qui est extrêmement vaste. Voilà donc un rapide tour d'horizon de la sorcellerie à La Réunion ainsi que de ses causes. Vous aurez remarqué qu'à La Réunion, la figure qui incarne un petit peu la sorcellerie de manière assez commune, c'est un homme et non pas une femme, comme par exemple dans le reste de l'Europe. Mais les plus connaisseurs d'entre vous ont peut-être remarqué une grande absente sur cette vidéo. Je veux bien entendu parler de Grand-Mère Cal. Kala, Sitaran et d'autres personnages occultes, on en parlera dans la prochaine vidéo sur La Réunion, qui sera consacrée justement aux mythes et légendes urbaines effrayantes de l'île, des croyances encore très répandues et qui font frémir les Réunionnais et les Réunionnaises. Je vous donne rendez-vous pour ceux qui suivent en temps réel ce mercredi 10 février pour un live spécial Réunion où on récapitulera certains points mais également on parlera de plein de choses pas abordées sur cette vidéo ou juste à peine effleurées. Et sinon, si vous découvrez la chaîne, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, il y a du contenu très régulier autour de tous ces sujets. Il y a le Discord de la chaîne également, le serveur de l'étrange qui vous permet d'échanger, de laisser vos témoignages paranormaux ou tout simplement de vous familiariser avec plein d'autres thèmes qui nous permettent aussi de discuter de la chaîne en dehors des vidéos. Et enfin mon Instagram, je publie plusieurs fois par semaine du contenu additionnel, toujours autour de l'univers de la chaîne. Ce sont les canaux où vous pouvez me suivre en attendant les prochaines vidéos afin qu'on ne se lasse jamais. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas pour les Réunionnais qui me regardent à réagir sur cette vidéo, à partager vos témoignages, vos opinions. N'hésitez pas, c'est aussi fait pour ça, l'espace discussion de vidéo. Salut à tous!